Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 2 septembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la visite au Japon la semaine dernière du Premier ministre indien Narendra Modi, avant que ce dernier ne s'envole pour Tianjin en Chine pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous évoquerons ensemble les enjeux de ce sommet tout en gardant la focale sur le dirigeant indien. On reviendra ensuite sur la destitution officielle de la première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, puisque la Cour constitutionnelle est encore une fois intervenue pour ordonner la dissolution d'un gouvernement. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en évoquant les lauréats du prix Ramon Magsaysay, souvent décrit comme le prix Nobel asiatique. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu au Japon la semaine dernière et a rencontré son homologue japonais Shigeru Ishiba vendredi à l'occasion du Forum économique Japon-Inde à Tokyo. Modi a appelé les entreprises japonaises à investir davantage en Inde, affirmant que les réformes avaient permis de créer un climat plus transparent et plus prévisible pour les entreprises, tout en soulignant le succès de l'implantation de Suzuki Motor Corporation dans les États du Haryana et du Gujarat. Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, des technologies ou encore des énergies vertes, tout en déclarant que les investissements japonais en Inde seraient portés à 6,8 milliards de dollars par an au cours de la décennie à venir, contre environ 2,7 milliards par an dans les années 2010. Les deux dirigeants se sont aussi mis d'accord pour augmenter l'immigration indienne au Japon, qui fait face à un cruel manque de main-d'œuvre en raison du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité. Narendra Modi a affirmé que les technologies avancées du Japon et les talents indiens pouvaient ensemble mener la révolution technologique de ce siècle dans les domaines des énergies vertes, de la mobilité de nouvelle génération, ainsi qu'en matière d'infrastructures. Le samedi, Shigeru Ishiba a accompagné son hôte indien jusqu'à Sendai en Shinkansen. L'Inde et le Japon ont signé en 2015 un protocole d'entente pour construire une première section de train à grande vitesse entre Mumbai et Ahmedabad en utilisant la technologie du Shinkansen. Le premier TGV indien sera donc japonais et il s'agira plus précisément du modèle de série E10 en cours de développement par la East Japan Railway Company. La construction pour le projet de TGV indien, qui concerne 508 km de rails qui traverseront les États du Gujarat et du Maharashtra, a déjà commencé et les premiers tests doivent débuter dès l'année prochaine pour une ligne opérationnelle en 2027. Modi a d'ailleurs profité de son séjour pour rencontrer le groupe de personnel indien en formation au Japon, composé de ceux qui conduiront les premiers TGV indiens. Enfin, un communiqué conjoint a été publié pour réaffirmer l'engagement du Japon et de l'Inde au sein du Quad, un cadre de partenariat pour contrer l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique, qui comprend aussi l'Australie et les États-Unis. Le communiqué a rappelé ainsi l'importance d'un Indo-Pacifique libre, ouvert, pacifique et basé sur l'ordre, et évoque les préoccupations sérieuses du Quad au sujet des tensions croissantes en mer de Chine méridionale, ainsi que leur opposition ferme à toute action visant à modifier unilatéralement le statu quo dans la région. Une référence à peine voilée à la Chine et à sa présence militaire croissante dans la région. Et après ce court séjour au Japon, le Premier ministre Narendra Modi s'est envolé pour la Chine, où avait lieu dimanche et lundi dans la ville de Tianjin le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, une organisation créée en 2001, dont l'Inde est devenue membre en 2016 et qui est devenue un outil géopolitique majeur, en particulier pour la Russie et la Chine, pour s'opposer au leadership américain. Le sommet de cette année, qui a rassemblé plus de 20 dirigeants de pays, dont le président Vladimir Poutine, était marqué par la guerre en Ukraine et la tentative manquée d'accord de cessez-le-feu entre lui et son homologue ukrainien Vladimir Zelensky. Autre élément de contexte important, les droits de douane massifs imposés par le président américain Donald Trump à de nombreux pays, avec notamment 50% sur les produits indiens exportés aux États-Unis, mais aussi les tensions entre l'Occident et l'Iran au sujet de son programme nucléaire.
Le président Xi Jinping a déclaré l'importance de défendre, je cite, « l'équité et la justice, de promouvoir une perspective historique correcte sur la Seconde Guerre mondiale et de s'opposer à la mentalité de guerre froide, mais aussi de bloquer la confrontation et les pratiques d'intimidation ». De son côté, le dirigeant russe a affirmé que les Occidentaux étaient responsables de la guerre en Ukraine, déclarant, je cite, que la crise en Ukraine était née d'un coup d'État en Ukraine provoqué et soutenu par l'Occident. Mais c'était aussi un sommet marqué par le réchauffement des relations entre la Chine et l'Inde, provoqué au moins en partie par les droits de douane américains, poussant les deux pays à se rapprocher pour développer le potentiel de leurs relations commerciales. L'Inde, non contente de son déficit de 99,2 milliards de dollars américains en faveur de la Chine, a montré sa volonté de réduire ce dernier, et le président chinois a déclaré lors d'une rencontre avec Narendra Modi que les deux pays étaient non pas des menaces mais des opportunités de développement l'un pour l'autre. Xi Jinping a également appelé à ne pas laisser le différend frontalier définir la relation plus large entre la Chine et l'Inde. Ces tensions frontalières se sont apaisées depuis les affrontements en 2020 qui ont fait au moins 24 morts côté indien et 4 côté chinois et marqué le début d'une période de froid diplomatique. La visite de Modi en Chine, la première en 7 ans, et la reprise prochaine des vols directs entre les deux pays sont autant de signes de ce rapprochement de circonstances. La fondation Ramon Magsaysay a annoncé dimanche les lauréats 2025 du prix Ramon Magsaysay, souvent qualifié de prix Nobel asiatique. Parmi les 3 lauréats de cette année, on compte un prêtre philippin, Flaviano Villanueva, qui a dénoncé les dérives de la guerre contre la drogue menée par l'ex-président philippin Rodrigo Duterte. C'est cette politique, caractérisée par de nombreuses arrestations arbitraires et par des exécutions extrajudiciaires, qui a valu à Duterte d'être accusé de crimes contre l'humanité et d'être arrêté en mars dernier pour comparaître devant la Cour pénale internationale de La Haye. Les accusations couvrent son mandat à la tête de la ville de Davao et une partie de son mandat à la tête de la présidence des Philippines jusqu'en 2022. En tant que prêtre et ancien drogué, Flaviano Villanueva a aidé à l'organisation d'obsèques dignes pour de nombreuses personnes tuées dans le cadre de cette politique, aidant à organiser des campagnes de financement. Il a également fondé en 2015 un centre pour fournir des vêtements, de la nourriture et un abri à des drogués et des délinquants. La deuxième lauréate est Shahina Ali, une plongeuse et photojournaliste originaire des Maldives qui a été récompensée pour son action contre la pollution plastique et pour le recyclage. Elle s'est notamment alliée en 2015 avec l'ONG Parley for the Oceans pour mettre en place un programme de lutte contre la pollution et de réutilisation des déchets plastiques avec comme objectif d'en faire un moyen de subsistance pour la population locale. Et le troisième lauréat est une ONG indienne, Educate Girls, qui travaille à scolariser ou rescolariser les filles des familles pauvres dans plus de 30 000 villages en Inde. La fondation du prix Magsaysay a salué le travail de l'ONG qui s'attaque, je cite, à l'injustice basée sur le genre dans l'enseignement dans les zones rurales et reculées de l'Inde, créant un effet d'entraînement qui élève les familles, les communautés et la société tout entière. La Cour constitutionnelle indienne a confirmé vendredi dernier la destitution de la première ministre Paetongtarn Shinawatra en jugeant que sa destitution, le 1er juillet, avait marqué la fin de son mandat. Le tribunal a aussi ordonné la dissolution de son gouvernement, au sein duquel Paetongtarn était resté ministre de la Culture. La première ministre avait été accusée de complaisance envers les autorités cambodgiennes et de manque de loyauté envers la Thaïlande lors d'un entretien téléphonique le 15 juin dernier avec le président du Sénat cambodgien et ex-premier ministre du Cambodge, Hun Sen. Le ton de ses propos lui avait été reproché et notamment sa critique d'un général de l'armée thaïlandaise, mais aussi le fait d'appeler « oncle » l'ex-dirigeant cambodgien dans une période de fortes tensions frontalières. La première ministre avait été suspendue de ses fonctions à la tête du gouvernement le 1er juillet suite à une décision de la Cour constitutionnelle qui avait estimé qu'elle avait échoué à gérer correctement le conflit avec le Cambodge. Notons que fin juillet, un accord de cessez-le-feu entre les deux pays a été signé en Malaisie après 5 jours de combat qui ont fait au moins 35 morts des deux côtés ainsi que plus de 260 000 déplacés. Les juges constitutionnels ont finalement jugé que les propos de Paetongtarn Shinawatra, qui ont été rendus publics suite à la fuite d'un enregistrement audio de la conversation téléphonique, avaient violé la Constitution, qui évoque notamment le devoir de fiabilité et d'intégrité du Premier ministre dans les sections 170 et 106.
Pai Tong-tan s'était excusée après la fuite de l'enregistrement, affirmant que ses propos s'inscrivaient dans une tactique de négociation et qu'elle avait agi pour protéger la souveraineté de la Thaïlande et pour éviter la guerre. Notons que la Cour constitutionnelle a déjà ordonné à plusieurs reprises la dissolution de gouvernements démocratiquement élus dans un pays où l'armée garde une influence considérable et n'hésite pas à intervenir et à manœuvrer pour renverser directement ou indirectement les gouvernements. Pai Tong-tan Shinawatra est ainsi la 6e chef de gouvernement du camp Shinawatra à être destituée par la justice ou renversée par un coup d'état militaire, notamment après son père, Thaksin Shinawatra, en 2006, et sa tante, Yingluck Shinawatra, en 2014. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.